Nous avons le plaisir de vous servir dans les cadres de cette émission au centre. Comme déjà prévu et annoncé dans les réseaux sociaux, elle est déjà là, elle est la battante, la nouvelle figure dans la classe politique. Elle est là avec nous, elle s'appelle comme ça Maître Arlette Odia Kachaman, elle est là avec nous. Maître, soyez bienvenue. Merci beaucoup de votre invitation. Merci également à tous vos téléspectateurs. Voilà, Maître, vous êtes là également, vous êtes présidente d'un regroupement, un groupe CEDIC. Vous allez nous expliquer CEDIC c'est quoi? Parce que ces derniers temps, il y a tellement de regroupements et des structures qui naissent comme des champignons. Une question directe, vous êtes dans l'Union Sacrée, FCC, la Mouka ou Société Civile? Alors, CEDIC, c'est une structure de la société civile. Ça veut dire que nous n'avons pas de couleur politique. Nous menons un combat en faveur du peuple congolais parce que nous estimons que ce peuple-là a davantage besoin de ceux qui portent haut sa voix, ceux qui interpellent les pouvoirs publics sur leurs devoirs, leur responsabilité de lui servir. Et donc, Collectif pour le développement et l'unité du Congo, en sigle CEDIC, n'a pas de couleur politique, comme je venais de le dire. Vous n'avez pas de couleur politique, voilà. Dans la politique, où lorsque vous venez, vous devez avoir un parapluie, quelqu'un qui vous protège. Vous étiez avec Vidé Chimanga, il est parrain de CEDIC? Non, pas du tout. Je pense que ça, c'est une mauvaise conception que nous avions eue depuis toutes ces années. Et c'est ça même qui a freiné le fait pour les jeunes de se lancer en politique. Les jeunes peuvent, comme vous, comme tel que vous posez votre question, penser qu'on ne peut pas défendre seul ses idées. On ne peut pas défendre des convictions si on n'a pas des parapluies. Un protecteur, comme on dit dans la classe politique, c'est lui qui peut vous protéger lorsqu'il y aura les vents impétueux dans la classe politique. C'est tout à fait faux. Il suffit d'avoir des convictions, d'avoir de l'engagement et de la détermination, de défendre ses convictions pour s'inviter au débat ou au combat politique. C'est l'occasion que j'ai saisie pour lancer ce message à tous les jeunes, même aux vieux, même à ceux qui sont déjà dans la politique, mais pour une raison ou une autre, qui ont rompu avec la pratique politique, de bien vouloir s'élancer parce que le Congo a besoin de personnes qui soient disposées à défendre, le défendre. Madame Arlette, oui. Il y a tellement de structures en République démocratique du Congo. Oui. Qu'est-ce que vous, CEDIC, vous allez amener? C'est quoi votre innovation? C'est quoi la créativité? Qu'est-ce que vous allez apporter à la place publique? Alors, notre combat, il est basé sur la bonne gouvernance. Nous sommes tout à fait d'accord que vous aussi, vous serez d'accord avec nous à dire que la République démocratique du Congo a tout ce qu'il faut pour se développer, a tout ce qu'il faut pour avoir un peuple l'un des plus fiers d'appartenir à la nation congolaise. Tandis que nous ne le vivons pas dans la pratique. C'est ainsi que je saisis même de l'occasion pour vous dire que notre combat a été très inspiré par le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Son discours d'investiture, d'abord, ensuite le premier discours sur l'état de la nation, où il revenait sur les paradoxes que nous vivons, que le peuple congolais vit à ce jour, avec un pays immensement riche du point de vue des potentialités, mais une population l'une des plus pauvres du continent. C'est pour cette raison donc votre source que nous avons c'est Félix Tshisekedi. Ces messages, les messages prononcés par le président de la République qui nous a motivés à pouvoir réfléchir sur ce qui doit être fait pour que finalement ces paradoxes soient brisés et que le peuple congolais arrive justement à jouir des richesses que compte son pays. C'est pour cette raison que nous avons fini par comprendre que tout ce qui a manqué, c'est la bonne gouvernance. Nous militons pour la bonne gouvernance, mais aussi pour le respect des principes fondamentaux de démocratie. Voilà, le respect des principes fondamentaux de la démocratie, mais vous avez parlé de la bonne gouvernance. Vous voulez me dire, ici, et sous Kabila, il n'y avait pas la bonne gouvernance?
Ce n'est pas cela le débat. Il n'a même pas été engagé à notre niveau. Il n'était pas engagé, mais il a quand même géré la République démocratique. Parce que vous avez dit, ce qui manque. Il a fait 18 ans, on peut faire recours à lui. Oui. Pensez-vous que sous sa gestion, il n'y avait pas la bonne gouvernance? Bien sûr qu'il y a eu des avancées pendant la gestion du président Joseph Kabila, lui sénateur à vie. Il a doté à notre République, c'est bien sûr sous son mandat que nous avons obtenu la Constitution de la République que nous utilisons jusqu'à ce jour. Vous allez vous souvenir que cette Constitution a fêté ses 15 ans et les constitutionnalistes de ce pays sont d'accord. Nous avons l'une des meilleures constitutions qui compte l'Afrique. C'est sous les régimes. J'étais avec Alé Atondo sur ces plateaux, il était pour la Constitution, mais j'étais également avec Noël Tchani, lui qui était aussi contre cette Constitution. Bah, c'est un débat. Oui, ça c'est un débat. L'essentiel est que nous avons une Constitution, nous avons connu des cycles électoraux dans ce pays. L'État a été organisé, nous sommes partis de 11 provinces à 26 provinces. Aujourd'hui, toutes ces provinces sont dotées des infrastructures, même si elles ne sont pas au top, mais des infrastructures qui permettent à chaque gouvernement provincial, à chaque assemblée provinciale de pouvoir gérer ses administrés. C'est à cela à dire tout simplement que le président Joseph Kabila a fait sa part. Naturellement, il ne pouvait pas tout faire, de même que le président Félix Tshisekedi, il fera aussi sa part. Souvenez-vous même du passage de Jésus-Christ sur la terre. Il n'a pas ressuscité tous les morts. Il n'avait pas guéri tous les malades. Il a fait ce qu'il aurait pu faire en son temps. Il est parti. Et d'ailleurs, après lui, il y a eu plus de miracles, au-delà même de ceux qu'il avait fait. Il y a eu des révélations. Il y a eu des révélations d'un professeur qui avait dit qu'il y avait autant d'argent qui s'évaporait. L'État perdait plus de 15 milliards, à moins que je me trompe. Sous Félix, pensez-vous qu'on a essayé un peu d'arrêter l'hémorragie? Alors, ce qui nous intéresse Parce que vous les luttez plus, pour la bonne gouvernance. Oui. Ce qui nous intéresse les plus à CEDUC, ce n'est pas les individus, c'est la manière de gérer la République. Et nous pensons que pour que la République soit correctement gérée, il y a des choses à observer. Respecter les règles du jeu politique, dont notamment les débats politiques. Vous savez que dans ce pays, de moins en moins, on assiste à des débats politiques, alors que déjà avec Joseph Kabila, à la fin de son mandat, nous en avons eu l'habitude, parce que nous avons connu les assises de la cité des Loyuya, nous avons connu les assises de l'accord qui ont abouti à l'accord dit de la Saint-Sylvestre. On aurait voulu que cette culture-là des débats politiques continue jusqu'à ce jour. Pourquoi je le dis? Parce que très récemment, j'ai suivi l'honorable Martin Fayoulou proposer un débat politique sur la situation sécuritaire de l'Est de notre pays. Il propose que tous nos pays voisins, qui sont supposés les pays limitrophes, qui sont supposés être impliqués dans les massacres qui se vivent à l'Est de notre pays, que l'on se réunisse, que l'on se retrouve autour d'une table pour examiner à fond la question, savoir mais finalement qu'est-ce qu'il faut pour que on en finisse avec ces massacres. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? Qu'est-ce que vous pouvez gagner chez nous? Qu'est-ce que nous pouvons gagner chez vous? Et signer carrément un accord de partenariat. Un accord de gagnant-gagnant. Voilà. C'est accord des minéraux, les richesses que nous avons, c'est ce qui alimente. Mais c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Mais vous avez proposé c'est parfois de faire la guerre au Rwandais. Est-ce que ce n'était pas la bonne solution? Parce que vous parlez de la bonne gouvernance. Mais c'est encore Mouzito avec Fayoulou qui reviennent sur leur proposition de départ. Ils ont fini par comprendre, bien sûr, avec Étienne Tshisekedi Wamulumba, que la guerre, qu'on la gagne ou qu'on la perde, elle laisse toujours des séquelles. Elle laisse des stigmates qui, à la fin, préjudicient encore aux populations. Aujourd'hui, ils sont revenus sur leur proposition pour faire une autre proposition, celle de la table ronde entre
les pays concernés. Alors, le souhait des SEDUC est celui de voir que dans pareilles circonstances, que les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, se réunissent parce que le peuple congolais de l'Est du pays en a marre des massacres. Madame Arlette Odia, vous voulez lancer les messages à ceux qui nous regardent partout dans le monde que notre armée, elle est tellement faible, alors nous devons aller supplier les autres afin que nous soyons sur la table, ou soit il faut aller par force contre force. C'est ça aussi, parce que le Rwanda ne peut pas aller s'attaquer aux Américains, parce qu'ils savent que les Américains, c'est une force. Les massacres à l'Est ne datent pas d'aujourd'hui. Il faut quand même revenir sur le fait que plusieurs stratégies ont été mises en place pour que ça cesse. Mais jusqu'à ce jour, on continue à compter de morts. Pourquoi ne pas essayer avec une stratégie, par exemple, que nous n'avions pas essayé ou correctement essayé dans le jour passé? Mais tout cela, ça ne veut pas dire qu'on va absolument adopter ce qui a été proposé. Ce sont les débats des acteurs politiques qui finiront par démontrer si la proposition faite par ces acteurs politiques, elle est meilleure ou préférable à d'autres options qui seraient levées au cours de ces débats politiques. Il y a ceux-là qui pensent que le problème de l'Est, parce que vous, c'est dit que vous luttez pour la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est dans plusieurs choses. Alors, il y a ceux qui pensent que le problème de l'Est, ce n'est pas seulement le problème des étrangers. Il y a les infiltrés congolais qui servent les lits pour que les infiltrés entrent et tuent les Congolais. Est-ce que vous n'avez pas vu l'aspect là? J'ai toujours pensé que la question de l'Est a jusqu'ici été examinée avec beaucoup de complaisance. C'est pour cette raison. Beaucoup de légèreté, pas trop de sérieux. Peut-être parce que les acteurs politiques sont plus préoccupés à défendre leurs intérêts égoïstes plutôt que l'intérêt général. Dans les 18 ans de Kabila, servait à rien, il a laissé une bombe entre les mains de Félix. Je venais de dire qu'il a fait ce qu'il pouvait faire, n'est-ce pas? C'est à cela que moi je crois, ce sont mes convictions. Mais vous n'oubliez quand même pas que la Constitution de la République réglemente la continuité de l'État. Ce qui a été commencé, mais ça doit se poursuivre. Si les stratégies autrefois mises en place par Joseph Kabila n'ont pas abouti à la fin des massacres que vivent au quotidien nos concitoyens à l'est du pays, mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit croiser les bras? Moi je dis non, on doit continuer dans les recherches des solutions pour trouver la portion qu'il faut et la solution au problème de l'Est du pays. Ok, Madame Arlette, mais le chef de l'État avait quand même promis qu'il ne va pas bien dormir si l'Est de la République ne trouve pas la paix. Est-ce qu'il n'y a pas les efforts déjà fournis? Ça fait déjà des ans et quelques mois. Je pense que les efforts sont fournis. Déjà que la classe politique dans son ensemble ne doute pas de la volonté politique du président de la République, pas seulement pour mettre fin au massacre à l'est du pays, mais aussi pour carrément développer ce pays. Mais ces efforts-là, ils doivent bien sûr être soutenus par ce que je considère être les débats politiques. Ce sera une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée à la volonté politique du président de la République. Ce serait très faux et aberrant, hasardeux de dire que les efforts n'ont pas été fournis jusqu'à présent. Mais nos concitoyens de l'Est n'ont plus besoin des discours, n'ont plus besoin des poèmes, plus besoin de promesses. Ils ont besoin de la solution, mais la vraie. Le réalisme, la concrétisation des promesses du chef de l'État. Absolument. Vous pensez qu'il est trop dans les promesses, mais il réalise moins. La question, elle ne doit pas être abordée dans ce sens-là. Ça, c'est être populiste. Ça, c'est aller dans la polémique. Lorsqu'il est question de l'Est du pays, je pense que c'est il est redevable devant le peuple. Voilà, je pense que c'est une question. Vous êtes sans ignorer que récemment, les gens continuent à marcher à Béni. C'est ainsi que je dis que la question de l'Est doit être abordée avec tous les sérieux possibles. Ne pensez pas que
quand nos frères de l'Est vont vous suivre, poser votre question avec autant de rire. On nous suit déjà, on partout. Même votre question de poser votre question, ça peut aussi frustrer certains à l'Est. Hein? Comment ça? Parce qu'on voudrait que ce soit des questions qui s'examinent avec beaucoup de sérieux. Que ce soit au niveau du président de la République, même au niveau de vos journalistes. Comment ça? Mettez-y beaucoup de sérieux. On en a besoin pour trouver la solution à ce problème. On vous a posé la question, vous les acteurs politiques, il y a les députés qui pensent qu'eux, ils peuvent trouver la solution. Bosso, même le président de l'Assemblée nationale, il a taxé certains députés de quitter les groupes armés. Il ne faut pas charger les journalistes, c'est des politiques. Les politiques, ils ont un rôle à jouer. Mais vous, journalistes, vous n'avez pas un moindre rôle à jouer. Vous avez aussi votre part. N'est-ce pas qu'on vous considère être le quatrième pouvoir? C'est parce que vous avez une contribution et pas la moindre à apporter à la situation de l'Est. Mais faisons confiance aux dirigeants. Il y a déjà un gouvernement qui est mis en place, qui, dans les jours à venir, pourrait être investi. Et en plus, des débats à engager entre les acteurs politiques, je pense à coup sûr que la situation de l'Est finira par trouver sa solution. Voilà, je rappelle que sur ces plateaux, je suis avec Madame Arlette Odia Kachaman. Elle est présidente d'une structure CEDIC. On analyse l'actualité avec vous avant que je puisse recevoir Maître Fabrice Pelenda face à Monsieur Claude Moulichaud. Un débat encore houlé. Mais évoluez avec vous, madame. Vous voulez la bonne gouvernance. On ne refuse pas. Mais ce qui se fait aujourd'hui dans la classe politique congolaise, pensez-vous qu'il y a l'espoir avec l'Union sacrée? Question d'espoir, je dirais oui. Parce que le peuple congolais est un peuple foncièrement croyant, à tendance chrétienne. Et pour tout chrétien, le miracle est toujours possible. Mais je voudrais que l'on aborde la question autrement. Pour savoir, est-ce que la manière dont le gouvernement s'est constitué est la bonne? Est-ce que l'Union sacrée s'est munie autant de sécurité pour pouvoir apporter réellement la solution aux problèmes de Congolais? C'est ça les questions essentielles. Et c'est de cela, je pense qu'on pourrait parler tout au long de l'émission. Alors, Madame Arlette Odia, il y a le gouvernement déjà en place. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Si l'Union sacrée peut donner l'espoir, parce que vous étiez dans l'Union sacrée, vous avez quitté. Une question rapide, pourquoi vous avez quitté? Parce que j'ai voulu mener mon combat en faveur de nos populations en dehors de l'Union sacrée. C'est un choix. On n'est pas obligé d'opérer le même choix que tout le monde. Qu'est-ce qui vous avait poussé d'abord d'accepter le choix d'être dans l'Union sacrée? C'était le choix de circonstances. Au début du mandat, j'avais estimé que... Non, mais pas du tout. Les circonstances ont changé. Et lorsque les circonstances changent, les prises de position peuvent aussi changer. Et c'est tout ce qui a été le cas. Nous avons le gouvernement Sama Lukonde, un gouvernement de warriors. Pensez-vous que la sélection faite une bonne ou une sélection remplie d'inquiétudes? Je voulais d'abord que l'on ne parle pas des individus, parce que ce serait diminuer même la teneur de la question. Parlons plutôt des principes. Les principes est que le gouvernement, tout gouvernement est appelé à apporter la solution aux problèmes des Congolais. On a évoqué les problèmes sécuritaires, les problèmes sociaux, économiques. Dans tous les sens, il y a des problèmes. Nous vivons dans un pays où tout le monde manque de tout. Nous vivons dans un pays où tout est urgence. Dans un pays s'il vous plaît, dans un pays où tout le monde manque de tout. C'est fort. C'est fort. Tout le monde manque de tout. Nous avons appris que le ministère des Affaires étrangères court auprès des médias pour réclamer les frais de fonctionnement. Si déjà à ce niveau de l'exécutif du pays, il y a des arriérés dans le paiement, vous pensez que le Congolais, le citoyen lambda, il a de quoi répondre à ces desiderata? La pandémie, il ne faut pas quand même crucifier notre État. Non. Ailleurs aussi. De ce point de
vue, je ne dis pas que l'État est défaillant. Ici, il n'est pas encore question de l'État. Il est question d'un état de lieu. Et l'état de lieu renseigne que nous sommes dans un pays où tout le monde... Vous n'allez pas me contredire par rapport au fait que aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les citoyens vivent essentiellement de la mendicité et de la corruption. C'est à tout le coin de rue qu'il y a des mendiants, même en veste. Attendez, je ne peux pas laisser cela passer. Comment? Une question directe et une réponse directe. Vous pensez que la corruption sous Félix a pris de l'ampleur terrible? Je pense seulement que au Congo, la corruption bat son plein. C'est ce que moi je pense. Le chef de l'État quand même a mis des structures en place pour lutter contre la corruption. Ce n'est pas pour autant que la corruption a été éradiquée. Non, la question n'est pas celle-là. La question est de dire que, quels que soient les mécanismes qui ont été mis en place, que ce soit par le passé, comme à ce jour, la corruption continue à battre son plein. Alors, pour revenir à la question... mise en place, ça n'a pas donné les résultats? Peut-être que ça continue à fournir des efforts pour faire des preuves. Mais pour l'instant, la corruption bat son plein, retenez-les pour dire, parce que c'est une vérité. Si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas le cas, l'État pouvait déjà en ce moment en train de décoller. Alors que nous faisons encore le taxi, nous sommes encore dans le surplace. Maintenant, pour revenir à la question du gouvernement, ça aurait dû être... C'est un gouvernement qui a des grands défis à relever. On a déjà évoqué les défis, mais est-ce qu'il est capable exactement de rencontrer ces défis? Je pense que de ce point de vue, en étant réaliste, en étant une citoyenne sincère, le gouvernement aura du mal à rencontrer les attentes de la population. Le premier défi auquel il sera soumis, c'est les députés. Comprenez? Parce que... Comment ça? J'ai l'impression que vous prophétisez les malheurs sur... Pas du tout. Je suis réaliste. J'ai voulu faire une lecture objective de la situation de notre pays. Évolue. La Constitution de la République prévoit que le Premier ministre soit issu de la majorité parlementaire. Ce qui veut dire, d'ailleurs, que dans la pratique politique, le Premier ministre est toujours issu du parti politique qui a le plus grand nombre de députés au sein de l'Assemblée, parce que ça constitue une arrière-base pour son gouvernement. Ça veut dire que tout membre de son gouvernement peut déjà compter sur la protection politique du Premier ministre. Alors que dans le cas d'espèce, notre Premier ministre est issu d'un parti qui ne compte que 2 députés au sein de l'Assemblée sur les 50 qui comptent cette Assemblée. Une coalition, il lui protège l'union sacrée avec autant de députés au-delà de 300. Oui, il faudrait alors noter que tout acteur politique a toujours 3 cartes sur sa table. La carte de la nation, la carte de sa formation politique et sa carte personnelle. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Je vais tout simplement dire que l'union sacrée, la majorité telle que vous la présentez, elle a en commun l'intérêt national. Mais chaque structure a son intérêt personnel. C'est là le problème. Et au moment de la gestion des ambitions, ça pose problème. C'est pour cette raison que le gouvernement a eu tout ce temps pour être publié. Mais le temps que cela a passé a entraîné des conséquences très néfastes sur le vécu quotidien du peuple congolais. Ça, c'est la première difficulté. La seconde, c'est par rapport au fait que on confond aujourd'hui l'intime conviction du président de la République et son pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire est encadré par les textes qui régissent notre pays, dont notamment la Constitution de la République. Il faudrait que les gouvernements soient mis en place sur base des principes. Or, tous ces principes sont compris dans une charte, c'est-à-dire dans un acte juridique qui lie les acteurs politiques.
Mais vous savez quand même que l'Union sacrée a commencé à se doter des animateurs sans disposer d'une charte. Et lorsqu'il n'y a pas de charte, les acteurs ne savent pas l'étendue de leurs droits, l'étendue de leurs devoirs. Ils ne savent même pas qu'en cas de faute, qu'est-ce que nous perdons, qu'est-ce que nous courons comme sanction. C'est pour cette raison qu'après la nomination du gouvernement, vous voyez les gens se réunir pour faire de mémos. Or, s'il y avait une charte en amont, on n'aurait pas eu des réunions de ce genre en aval. Alors, quand un gouvernement, dès les débuts, n'est pas en synergie avec le pouvoir législatif, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'à tout moment, les membres de ce gouvernement seront soumis à des motions. Nous avons vécu ça, nous le vivons même jusqu'aujourd'hui au sein des provinces où les gouvernements provinciaux sont toujours en ballottage. Le gouverneur ne savent pas mettre en place une politique qui soit profitable à leurs populations respectives. Toutes choses restant égales par ailleurs, les mêmes causes qui ont fait qu'il n'y avait presque pas de synergie entre les assemblées provinciales et le gouvernement provinciaux pourrait entraîner et avoir les mêmes conséquences sur les faits qu'il n'y a pas de synergie entre l'Assemblée nationale et le gouvernement central. Merci Madame Arlette Odia. Il nous reste 1 minute 30 secondes. Regardez cette caméra avant que nous puissions prendre Monsieur Claude Molichot et Maître Fabrice Pelindé du MLC. Alors, vous s'est dit que vous vous souciez que le pays puisse bien marcher, qui est la bonne gouvernance. Absolument. Vous avez soulevé certains points ici. Vous n'êtes ni de l'opposition, ni du pouvoir en place, mais de la société civile. Absolument. Les biens des peuples congolais vous préoccupent. Alors, quelle serait la voie de sortie pour qu'on sauve quand même les restes, pour que le Congolais se retrouve? Regardez la caméra. Si les décideurs vous regardent, ils peuvent faire quoi? Alors, en ce moment, il y a d'abord un péché originel duquel souffre l'Union sacrée. Nous venons de le décrire ici par rapport déjà à la nomination du Premier ministre et même par rapport à la nomination de membres du gouvernement. Ça chiffonné les acteurs politiques, ça chiffonné les tissus sociaux qui est complètement abîmé. Chaque regroupement politique, chaque parti politique a besoin de se retrouver. Ils le disent, n'est pas vouloir se retrouver par rapport à leur poche, mais par rapport à ce que eux pensent être un apport pour le gouvernement de la République. La conséquence, c'est que chacun va vouloir tirer les draps de son côté. Nous, comme acteurs de la société civile, nous qui avons besoin que le climat politique soit apaisé et que enfin la République commence à décoller, nous invitons les acteurs politiques au calme. Nous appelons ces acteurs politiques à la retenue. Nous les invitons à privilégier l'intérêt national, comme l'avait fait Étienne Tshisekedi à l'époque. Souvenez-vous, en 2011, lorsque une frange importante de la population attendait qu'il soit proclamé dans les élections, il venait en seconde position, d'après les résultats de la CENI et même la confirmation de la Cour constitutionnelle. Il avait privilégié l'intérêt national en disant que Bolala, Pongi, Yaba Bébé. Il savait que s'il y a des troubles, s'il y a des armes qui retentissent, dans ces conditions, le développement n'est pas possible. Je sais que la plupart d'acteurs politiques, surtout ceux qui ont rejoint l'Union sacrée avec des promesses, avec le souci de se voir au sein du gouvernement de la République, seront frustrés par le fait de ne pas se retrouver, mais privilégions l'intérêt national. Ça, c'est des 1. Des 2, c'est aux acteurs politiques qui sont des décideurs. Vouloir mettre sur pied des chartes, vouloir s'atteler à mettre sur pied des actes juridiques qui vont sécuriser et ceux qui gouvernent, eux, et ceux qui sont gouvernés. Merci, Madame Arlette Odia Kachama. Je rappelle que vous êtes de CEDIC, présidente, d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est tout à fait partagé. Merci. Merci. Une transition, le temps pour nous de recevoir
Maître Fabrice Pelinda et M. Claude Moulichou pour un débat qui intéresse encore la nation.